Comment ça va? Tellement contente de te retrouver pour un autre épisode de podcast en direct du Québec. Ce matin, c'est une journée pluvieuse. J'ai mon café, mon coton ouaté. C'est complètement différent que la semaine dernière alors que j'étais dans une maison immense en bois avec les petits oiseaux. Puis là, c'est fini les sons. Là, c'est écho. Je suis dans mon bureau écho. Il y aura pas de son ni de singe, ni d'oiseaux. Mais c'est bien correct. En fait, ce qu'on est en train de vivre ici, c'est la suite. C'est la suite de notre vie. C'est une transition qui est importante. Je t'avoue que ça n'a pas été facile. Je t'avoue que le retour n'a pas été facile. Euh, Surtout les premières journées, là, je vais bien. Je veux juste que tu le saches parce que j'ai fait des stories, j'ai fait un live, j'ai pleuré beaucoup dans les derniers jours, mais je vais super bien. En fait, je me sens super bien. C'est juste que je vis une période de transition. Quitter la maison, pour moi, c'est gros. C'est une maison que j'aime, c'est une maison que j'ai plein de souvenirs. J'ai aimé être ici. Donc, c'est pas parce qu'on fait des choix ou qu'on prend des décisions dans notre vie que on renie le passé, tu sais, puis que on n'était pas bien. Ben non, au contraire. Puis c'est ça que je racontais dans mon live cette semaine. Je disais, je me sens comme, tu sais, à la fin d'une relation amoureuse. Tu le sais, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais tu le sais que ça marche plus avec la personne. Tu sais pourquoi tu prends la décision de quitter cette personne-là. Tu sais pourquoi tu veux te séparer. Tu le sais, ça. Mais ça n'empêche pas que quand arrive le moment de quitter l'appart que tu avais avec ton chum ou la maison que tu avais avec ton chum ou ton ex, on va dire ça de même, là, tout d'un coup, c'est comme si ton cerveau t'envoyait tous les souvenirs positifs, tu sais, quand tu faisais l'amour dans le salon, puis que il t'emmenait un cadeau, puis là, toutes les affaires, la première rencontre, puis oh mon Dieu, vous avez vécu des voyages ensemble. Puis là, tu te mets à penser à ça, puis là, t'es comme, oh my God, là, je prends ça la bonne décision, puis là, tu te mets à douter. Ben, c'est un peu comme ça que je me sens. Quand je suis arrivée dans la maison, c'est bizarre parce que je l'ai vendue à distance. Je n'étais même pas dans la maison quand j'ai pris la décision. J'arrive dans ma maison et là, c'est comme si j'ai mis mes deux pieds dans la maison et j'avais l'impression que tous les souvenirs de la maison ont monté en même temps. Fait qu'évidemment, la montée d'émotions. Et là, j'étais comme, oh my God, mais qu'est-ce que je fais? Puis, quand tu te remets les deux pieds sur terre et quand tu t'ancres réellement, c'est là, en fait, que tu réalises que tu as pris la bonne décision. Parce que ma suite m'excite, parce que ma suite va être extraordinaire, parce que j'ai toujours voulu vivre ça. Mais comme j'ai jamais vécu ça, moi, être nomade à temps plein, pas avoir de maison, il y a un côté qui est insécure et c'est tout à fait normal. Bref, je me sens super bien, mais émotive. C'est une période de transition importante dans ma vie. Je veux me laisser vivre toutes les émotions que j'ai à vivre. Cette semaine, c'était comme colère, tristesse, frustration. Il y avait toutes sortes de choses qui sortaient, puis des fois, ça sortait honnêtement tout croche, mais au moins, je suis capable de, de me connecter à ces émotions-là au fur et à mesure, les laisser aller puis les comprendre. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler, pas de changement nécessairement, mais c'est comme, j'entends beaucoup parler de ça ces temps-ci, le fameux syndrome de l'imposteur. J'entends parler de ça dans mes coachings, j'entends parler de ça un peu partout. Beaucoup, beaucoup de femmes ressentent ce syndrome de l'imposteur-là. Des femmes de tous les âges, de plusieurs types d'entreprises qui ont de la difficulté à le faire disparaître, puis ça les nuit dans leur, tu sais, ça nuit à leur projet parce que quand tu as le syndrome de l'imposteur, ben ça peut te bloquer, ça peut faire en sorte que tu vas procrastiner, ça peut faire en sorte que tu vas te remettre en question. Donc, j'avais vraiment envie de décortiquer aujourd'hui le sujet puis te dire comment c'est possible de diminuer le fameux syndrome de l'imposteur. Je vais commencer par t'expliquer un peu c'est quoi, parce que des fois, il y a des clientes qui me disent, mais c'est quoi exactement là, le syndrome de l'imposteur? Parce que là, tout le monde parle de ça, mais clairement, c'est quoi? Fait que je vais te parler de ça dans un instant. Je vais aussi t'expliquer que l'excès d'énergie masculine et féminine a son rôle aussi dans le syndrome de l'imposteur et c'est ce qui fait qu'on peut se brûler et que le syndrome de l'imposteur peut énormément nous nuire. Ça, je vais en parler aussi. Et je vais te donner les 4 étapes pour diminuer le syndrome de l'imposteur. Puis c'est important pour moi dans mon titre d'utiliser le mot diminuer parce que je ne crois pas qu'on peut complètement l'éliminer et je ne pense pas que c'est une bonne idée non plus. Parce qu'en fait, là, avoir le syndrome de l'imposteur, quand on essaie quelque chose de nouveau,
C'est normal. C'est normal d'avoir ce syndrome-là quand on essaie quelque chose qu'on n'a jamais essayé dans notre vie. C'est juste humain, c'est normal d'avoir des inquiétudes, c'est normal d'avoir des peurs, c'est tout à fait normal. Et je pense que si on n'a plus de syndrome de l'imposteur, ça va devenir un problème, ça veut dire qu'on va être trop dans l'ego. Ah, moi, je commence quelque chose de nouveau puis je suis vraiment hot. C'est très rare. Donc, c'est correct de l'avoir, c'est juste que des fois, il est peut-être pas à bonne place, puis peut-être que des fois, il nous nuit plus qu'autre chose. Donc, premièrement, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Je vais l'expliquer à ma manière, mais je vais aussi te parler de où ça vient. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, là, c'est quand on a l'impression de ne pas mériter ou de ne pas être suffisamment à la hauteur dans la place qu'on occupe. Et je vais donner des exemples tantôt. Mais j'ai plein de clientes qui arrivent avec le syndrome de l'imposteur, qui arrivent dans quelque chose de nouveau, puis qui se disent, hey, moi, je suis pas sûre que j'ai ma place. Si je me compare à tous les autres coachs, mettons, moi, quand j'ai commencé, c'est sûr que si je me comparais à tous les autres coachs d'affaires qu'il y avait, ben, c'est clair que j'avais le syndrome de l'imposteur au début, là. J'avais l'impression de pas mériter ma place, de pas être suffisamment à la hauteur. Je me disais, ben, voyons, tu sais, c'est sûr que si je regarde celle-là qui a du succès, puis celui-là, puis ben, je suis qui, moi? C'est souvent ça qu'on va se dire. Je suis qui, moi, pour offrir ce service-là? Je suis qui, moi, pour offrir ce coaching-là? Je suis qui? Méchante grosse question. Une méchante grosse question qui peut nous mettre énormément de pression. C'est fou comment ça peut nous mettre de la pression de se dire, mais qui suis-je? Et là là, grosse question. Ça fait en sorte qu'on se met à ressentir des malaises physiques, le stress, puis là, on est comme, oh my God, je sais plus si je veux le faire. Donc, c'est ça un peu le syndrome de l'imposteur. Et ça a commencé, ça fait longtemps, probablement que les femmes ressentent ça, même qu'on a remarqué dans plusieurs études que c'est plus les femmes qui vont avoir tendance à souffrir du syndrome de l'imposteur. Ça ne veut pas dire que les hommes n'en souffrent pas, mais étant donné l'image qu'on projette, mais en fait, étant donné l'image qu'on donne des femmes dans la société, tu sais, on a souvent appris les femmes à être parfaites, à être bonnes, à être belles, ça fait en sorte qu'on a plus tendance à souffrir du syndrome de l'imposteur que les hommes. On est un peu plus dans ce désir d'être parfaite là qui fait en sorte que c'est plus facile d'être frappé, on va dire ça comme ça, par le syndrome de l'imposteur. Fait que ça fait longtemps que ça existe, mais c'est en 1978 qu'on a commencé à en parler. C'est Pauline Clance, Suzanne Imes, qui sont des psychologues qui ont commencé à parler de ça parce qu'ils ont étudié 150 femmes diplômées qui exercent des métiers quand même prestigieux et qui sont super reconnues pour leurs compétences. Fait qu'ils ont fait des études, ils ont un gros diplôme, donc voilà. Mais même si ces femmes-là avaient ce diplôme-là, avaient fait des études, c'est comme si elles sentaient à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles n'avaient pas vraiment réussi. C'est comme, bon, ben, tu sais, ça doit être de la chance, c'est comme un peu le hasard, alors que elles avaient des compétences acquises, mais elles ressentaient ça à l'intérieur d'elles-mêmes, puis ces femmes-là avaient cette impression-là qu'on les surestimait. Et ça, là, je le vois, c'est fou parce que j'ai des clientes, des fois, qui se font offrir des contrats. J'en ai une à un moment donné qui me dit, Steph, on m'a demandé de faire une conférence à tel endroit. Je suis comme, oh my God, je suis super excitée. Je suis comme, c'est donc bien cool pour toi. Oh my God, oh my God. Mais elle dit, je suis pas sûre que je vais y arriver, tu sais. J'ai comme l'impression qu'on me surestime, tu sais, que j'ai peut-être pas les compétences pour aller dans ce sommet-là qui est full important, où il y a beaucoup de monde. Puis c'est comme si elle ressentait à l'intérieur d'elle-même qu'en se mettant de l'avant, en allant présenter cette conférence-là à ce sommet-là, elles allaient être démasquées. Démasquées par les experts, démasquées par les gens, puis que les gens allaient voir, ah ben finalement, cette femme-là est pas tant compétente. Et c'est ça le sentiment que plusieurs femmes ressentent. Puis c'est comme une dualité parce que, à quelque part, ces femmes-là veulent réussir. Ces femmes-là veulent avoir une business qui fonctionne, elles veulent avoir des projets, elles veulent aller faire des conférences, elles veulent tout ça. Mais à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est comme s'il y avait une espèce de stop ou d'alerte qui disait, t'es sûr que tu veux faire ça parce que ça se peut qu'on te démasque puis qu'on se rende compte que t'es pas si hot que ça. Et ça, c'est ce que j'entends souvent dans mes coachings, exprimé de différentes façons, parce que des fois, on ne l'exprime pas non plus, fait que ça fait en sorte qu'on le garde en dedans et on se rend pas compte qu'on s'auto-sabote à cause de notre syndrome de l'imposteur.
Des femmes qui devaient lancer quelque chose, tu sais, une nouvelle collection, une formation en ligne, peu importe. Et là, finalement, dernière minute, oh, finalement, je ne lancerai pas, je suis pas prête. Et ça vient souvent avec le syndrome de l'imposteur. Elles se sentent pas prêtes parce qu'elles ont peur d'être démasquées, qu'on découvre qu'elles ne sont pas si hautes que ça, que leurs bijoux ne sont pas si hautes que ça, que leur formation n'est pas si haute que ça, qu'elles ne sont pas si compétentes que ça. Donc, le syndrome de l'imposteur, on en parle depuis les années 80. Ça fait longtemps que c'est là. Ça fait longtemps que les femmes le ressentent et les femmes de tous les âges, tous les domaines, toutes les professions, toutes les business. Donc, c'est important de le comprendre. Puis en même temps, j'avais envie aussi de partager avant de donner des conseils puis de donner des étapes que beaucoup de femmes qui ont le syndrome de l'imposteur vont tomber dans les excès. Puis c'est ça une des plus grandes problématiques. Plusieurs femmes vont tomber dans les excès d'énergie féminine et d'énergie masculine. Je m'explique. Quand tu es convaincu à l'intérieur de toi que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour être à cette place-là que tu as décidé de prendre. Donc, si tu es thérapeute et que tu es convaincu que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour être thérapeute, puis que tu te compares à tes collègues thérapeutes, puis tu es comme, oh my God, mais elle est vraiment hot, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut. Si tu es convaincu de ça à l'intérieur de toi, ce qui va arriver, c'est que de fortes chances que tu tombes dans un excès masculin. Tu vas te mettre à travailler fort et dur pour que ça justifie ta place. Ça va être comme une façon de compenser. Parce que tu te dis, ben, si je travaille fort, si je travaille dur, ben, je vais être compétente à quelque part. Là, à un moment donné, avec tous les efforts que je vais mettre, puis et là, ça va faire en sorte que beaucoup de femmes vont tomber dans l'ultra-perfectionnisme. Fait qu'elles vont se mettre à travailler fort, elles vont se mettre à travailler dur, de longues heures. Moi, j'ai des femmes qui ont le syndrome de l'imposteur dans mes groupes qui travaillent 60 heures semaine. Ça n'a juste pas de sens. Ces femmes-là ne prennent pas de temps pour elles. Puis, elles sont toujours en action parce que ça compense ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes. Fait que d'une certaine façon, ça cache un peu le problème. Au lieu d'aller travailler sur le syndrome de l'imposteur, on travaille plus parce qu'on se convainc que plus on va travailler plus, moins on va l'avoir. Puis c'est inconscient le processus, hein? On n'oublie pas que c'est souvent inconscient. C'est comme, on le ressent à l'intérieur de nous, il y a un malaise. Fait que là, le malaise, pour l'écraser, on se dit, je vais travailler. Fait qu'on s'en rend plus compte qu'on a un malaise. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que le malaise grandit parce que beaucoup de femmes qui se mettent à travailler fort et dur, qui sont super perfectionnistes, s'épuisent. Il y en a qui font des burn-out. Et quand ça arrive, ça renforce le sentiment d'incompétence. Pensez à ça, les girls. Quand tu travailles fort et dur, puis que tu as un syndrome de l'imposteur, puis que tu travailles de longues heures, tu mets des efforts, là, tu te dis, à un moment donné, là, tous les efforts que je vais mettre, là, ça va m'apporter du succès, puis ça va m'apporter des résultats, puis je vais me sentir mieux à l'intérieur de moi parce que je vais avoir l'impression d'être hot, je vais avoir l'impression d'être à ma place. Et là, on passe à l'action, puis on passe à l'action, puis on passe à l'action. Et là, finalement, on s'épuise. On s'épuise à la tâche. Mais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis tellement d'efforts, puis finalement, ça n'a pas donné ce que je voulais. Je suis une incompétente. C'est ça qu'on ressent. C'est pire. La chute est grande. Donc, mesdames, faites attention. Puis là, je reviens au-dessus, parce que là, je parle à mesdames, mais je reparle à toi aussi. Si tu as le syndrome de l'imposteur, puis que tu te mets à passer à l'action, puis go pour cacher ou essayer d'enfouir ton syndrome de l'imposteur, ça va revenir plus fort. Et tu risques d'avoir une chute plus grande. Donc, ça, c'est super important de comprendre que beaucoup de femmes qui ont le syndrome de l'imposteur tombent dans l'excès masculin. Mais il y a aussi l'excès féminin. On peut tomber dans l'excès féminin après avoir été dans l'excès masculin, dans le sens que si tu travailles fort, si tu travailles dur, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Si tu ne prends pas du temps pour toi, si tu ne prends pas le temps de t'arrêter. Si tu fais un burn-out ou si tu est épuisé, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, les émotions ressortent. Hein? Les émotions ressortent fois 1000. Donc là, tu te mets à pleurer, là, tu te mets à douter, là, tu te mets à avoir encore moins confiance en toi. Quand je parlais de la chute qui est grande, et là, on tombe dans un excès féminin, on ne veut plus rien faire. On procrastine, on se décourage, on se rabaisse, on ne veut plus passer à l'action, c'est terminer les actions. Donc, l'excès féminin va être là aussi. L'excès féminin peut venir du fait que on s'est épuisé dans l'excès masculin, mais il y a des femmes aussi qui vont juste s'empêcher de passer à l'action à cause de leur syndrome de l'imposteur. Donc, il y a des filles qui, dès le départ, arrivent avec un excès féminin. Dans mes coachings, j'ai des femmes
incroyables, exceptionnels, que je trouve magnifiques, qui ont des belles entreprises et qui sont trop dans leurs émotions. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'elles ont tellement peur d'être jugées, elles ont tellement peur de ne pas réussir, puis là, elles sont dans leurs émotions, mais s'il arrive ça, puis là, je vais peut-être être rejetée, puis là, elles sont tellement là-dedans, puis tellement dans leurs émotions, puis les pleurs, puis la colère, puis tout ça, puis là, à un moment donné, à cause de ça, elles ne passent pas à l'action. Puis l'action, c'est ce qui peut leur donner confiance. Quand il y a trop d'action, ça nous nuit, mais quand il n'y en a pas du tout, ça nous nuit aussi. Parce que les actions ne vont pas apparaître par magie. La confiance ne va pas apparaître non plus par magie. Donc, des fois, quand on est trop dans les émotions, ça renforce aussi le syndrome de l'imposteur. Ça le renforce aussi d'une certaine façon parce que là, c'est sûr que si on ne passe pas à l'action, bien, comment est-ce qu'on peut augmenter notre confiance en nous puis se sentir légitime? Impossible de se sentir légitime si on est toujours dans nos émotions. Puis je vais être direct aujourd'hui, les filles, mais les filles qui sont dans l'ultra-spiritualité, ça rentre là-dedans. Mettons que toi, là, t'es beaucoup dans les émotions présentement, puis que la seule façon de te sortir de ton syndrome de l'imposteur, parce que tu te sens pas assez, parce que tu te sens pas légitime, c'est les cartes d'oracle, les séances énergétiques, puis tout ça, là, la spiritualité, ça peut te nuire aussi. Tout est une question d'équilibre et d'harmonie dans la vie, puis ça, je le répète souvent, et c'est pour ça que je crois vraiment en l'énergie féminine et masculine, le yin et le yang ensemble. Quand ta porte de sortie ou ta confiance en toi passe par les séances énergétiques, les cartes d'oracle et tout ce qui est dans la spiritualité et que tu penses que c'est ça ta solution pour te sortir du syndrome de l'imposteur, il y a un problème. Et là, je le sais que c'est peut-être pas ça que tu veux entendre parce que moi, la spiritualité a transformé ma vie, a changé ma vie, mais parce que j'ai passé à l'action. Un des grands moments de ma vie, puis j'en parle souvent, je veux pas en parler trop longtemps, mais un des plus grands moments de ma vie d'ultra-conscience, ça a été quand mon père est tombé malade. Et là, je suis tombée, c'est vraiment ce qui m'a aidé, en fait, à passer à travers son décès. C'est vraiment ce qui m'a aidé à passer à travers les étapes de sa maladie, puis à travers aussi sa mort. Moi, quand mon père est décédé, j'avais déjà fait un deuil intérieur. Puis c'est grâce au fait que je crois en quelque chose de plus grand, puis que j'ai toujours l'impression que mon père est avec moi, même si il est décédé. Ça m'a amené à faire mon deuil 10 fois plus rapidement que quelqu'un qui croit en rien. Donc, j'adore cette partie-là de moi. Cette partie-là de moi m'a aussi permis de passer à l'action puis de faire, OK, je comprends ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour moi dans ma vie? Le problème, c'est quand on ne passe pas à l'action puis qu'on reste juste dans l'ultra-spiritualité. Puis qu'on attend que l'univers fasse les choses pour nous. Qu'on attend que l'univers nous envoie comme par magie énormément de confiance, d'estime. Donc, l'excès féminin, c'est aussi ça. Et c'est important de le comprendre. Tout est une question, comme je le dis, d'harmonie. Moi, je suis une fille qui, le matin, avec mon café, j'aime sortir mon jeu de cartes d'oracle, j'aime sortir mes cartes, j'aime les messages, j'aime tout ça, mais je vais aussi passer à l'action en fonction de ça. Donc, quand on est dans un excès féminin, on a tendance à procrastiner, à se décourager et à ne pas passer à l'action. Donc, chaque excès nous nuit dans notre syndrome de l'imposteur. Et maintenant qu'on sait ça, cool, génial. OK, là, tu me fais faire des prises de conscience, Steph. Je réalise en ce moment que je suis peut-être dans cet excès-là ou dans cet excès-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? What I'm doing right now? Il y a 4 étapes que j'ai envie de te proposer pour diminuer ton syndrome de l'imposteur. Savoir que c'est OK aussi qu'il soit là quand tu essaies quelque chose de nouveau, mais qu'en même temps, si il t'empêche de réaliser ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie comme rêve, ben, il y a des choses à faire. Premièrement, et c'est sûr que c'est le reconnaître, mais reconnaître dans quelle catégorie on est. Je vais t'expliquer c'est quoi les 2 catégories que je vois souvent dans mes coachings. Il y a 2 catégories principales que j'ai remarquées, les femmes qui ont beaucoup de compétences puis qui ont le syndrome de l'imposteur et celles qui sont vraiment débutantes et qui ont le syndrome de l'imposteur. Celles qui ont un syndrome de l'imposteur et qui ont énormément de compétences doivent aller travailler sur leur estime d'elles-mêmes. Celles qui ont un syndrome de l'imposteur et qui sont débutantes dans un domaine doivent aller travailler sur leur confiance en soi.
Si tu n'as pas écouté mon épisode, pourquoi ta confiance en toi n'est pas suffisante, c'est un de mes épisodes les plus populaires et je décortique un peu c'est quoi la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que cet épisode-là avait changé leur vie parce que toute leur vie ont eu confiance en elles, mais il n'y avait pas d'estime. Et il y a un lien avec ça quand même, avec le syndrome de l'imposteur. Parce que il y a des femmes qui ont énormément, énormément de compétences, mais qui n'arrivent pas à les reconnaître, qui n'arrivent pas à les assumer, qui n'arrivent pas à s'aimer avec tout ça, puis avec leurs acquis, puis avec leur réussite. Et j'ai envie de dire que ces femmes-là, qui sont à la recherche de toujours des nouvelles compétences, de toujours des nouveaux diplômes, ont besoin d'apprendre à s'aimer profondément, à aimer profondément qui elles sont et ce qu'elles ont accompli dans les dernières années. Et je veux donner un exemple, OK? Je vais donner 2 exemples. J'ai une cliente à un moment donné exceptionnelle dans un de mes groupes qui a énormément de compétences. Cette femme-là, elle a un bac, elle a, je crois, une maîtrise, un doctorat. Elle s'est rendue tellement loin dans ses études. Honnêtement, je pense que c'est moi qui avais un syndrome de l'imposteur face à elle. J'étais comme, oh my God, tu sais. Euh, Elle a énormément d'études, ce que je trouve extraordinaire. Puis, elle a pris plusieurs années pour étudier ça. Puis c'est juste vraiment, vraiment exceptionnel. J'admire sa discipline. J'admire énormément sa discipline parce que moi, j'ai pas pu me rendre là dans ma vie parce que j'arrivais pas à rester sur les bancs d'école. J'arrivais pas à rester sur les bancs d'école parce que je tenais pas en place. Puis j'avais besoin de vivre la vie, puis d'être dans le monde, puis de vivre des expériences. Puis tu sais, en même temps, c'est drôle, hein? Comment est-ce qu'on est? C'est drôle, c'est fou comment est-ce qu'on veut le contraire de ce qu'on est souvent, tu sais. Parce que moi, je l'admirais, cette femme-là, d'avoir fait toutes ces études-là, parce que j'ai voulu, moi, dans ma vie, avoir des grosses études. Je voulais faire un bac en psychologie. J'avais le goût d'aller à l'école. J'aime apprendre. J'aime vraiment, sauf que c'était plus fort que moi. J'avais besoin de voyager, de vivre des expériences, d'être en vie, tu sais. Puis j'avais l'impression de perdre mon temps à l'école. C'est un peu peut-être weird, là, mais j'avais vraiment l'impression de... Ben, en même temps, c'est pas weird parce qu'il y en a qui perdent le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'admirais beaucoup. Puis elle, de son côté, elle m'admirait beaucoup. Parce qu'elle se disait, toi, tu as vécu ta vie, toi, tu as vécu des expériences, toi, tu as fait ça, tu as eu le courage d'écouter ta voix intérieure, ta, 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 ta. Donc, chacune, on s'admirait. Et autant moi, je pouvais ressentir un syndrome de l'imposteur envers elle par rapport à ses études, autant elle, elle pouvait ressentir un syndrome de l'imposteur envers moi parce qu'elle se disait, ben, toi, tu as plus d'expérience de vie que moi. C'est vraiment intéressant, hein, pareil. Puis, tout ça pour dire que cette femme-là avait énormément de compétences, mais c'était jamais assez pour elle. Puis là, elle voulait prendre des formations. Puis là, elle a dit, je peux pas lancer ça, je peux pas lancer telle chose, je peux pas faire telle chose parce que il me manque ça, il me manque ça. Il manquait tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose. Et c'est comme, là, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, t'as bien beau prendre une autre formation. T'as bien beau aller faire un autre bac, un autre doctorat, une autre maîtrise dans un autre domaine, tu seras jamais satisfaite parce que c'est pas ça qu'il y a à travailler. Tu dois travailler sur ton estime de toi. Puis sur autre chose que je vais te parler dans un instant aussi. Donc, cette femme-là fait partie de la catégorie des femmes qui ont énormément de compétences, mais qui ont le syndrome de l'imposteur. L'autre catégorie, c'est une cliente à moi qui est devenue coach d'entraînement. Avant, elle faisait autre chose complètement différent. Donc, je me souviens plus ce qu'elle faisait, mais mettons qu'elle faisait de la comptabilité, exemple. Cette cliente-là est devenue coach d'entraînement après avoir accouché de son premier enfant. Fait qu'elle a eu un premier enfant, elle se sentait
fatiguée, épuisée, elle avait pas autant d'énergie, elle se regardait dans le miroir, puis elle se trouvait pas belle. Et là, elle a pris un programme d'entraînement, puis là, elle a décidé de s'entraîner pour elle à la base, puis elle s'est mise à se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête, à avoir de l'énergie. Elle se sentait une meilleure maman. Fait que là, elle a dit, mon Dieu, je veux avoir une entreprise, moi aussi, d'entraînement. Fait qu'elle a démarré son entreprise d'entraînement, puis elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Puis quand elle est arrivée pour vendre ces choses, ben là, c'est bien ressentir le syndrome de l'imposteur. Ben, cette femme-là, qui vient de commencer dans ce domaine-là, ça fait 6 mois qu'elle s'entraîne, ça fait 6 mois aussi, ben, quelques mois qu'elle a son entreprise, elle a besoin d'augmenter sa confiance en elle. C'est un manque de compétences aussi. Donc, elle a besoin d'augmenter sa confiance parce que la confiance vient avec les actions, hein, avec les choses qu'on met en place, avec les actions qu'on met en place, avec l'expérience aussi. Donc, cette femme-là, c'est plus la confiance qu'elle avait à travailler. L'estime aussi, mais elle a besoin d'acquérir des compétences. Ça m'amène au deuxième point, la deuxième étape. Une fois que tu reconnais dans quelle catégorie tu es, OK, est-ce que moi, je suis le genre de fille qui a énormément de compétences, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que je commence dans mon domaine? C'est complètement nouveau ce que je suis en train de faire présentement. Ma business que j'ai créée est toute nouvelle. Donc, j'ai le syndrome de l'imposteur. On va aller au deuxième point, deuxième étape, valider ses acquis en toute humilité. C'est une étape qui est hyper, hyper, hyper importante. Puis, je pense que je vais ajouter quelque chose. Ça va être valider ses acquis et son expérience en toute humilité. Tiens, j'ajoute quelque chose, là, ça me vient comme ça a monté, puis je pense que ça va être important. Quand tantôt, je parlais de ma cliente qui avait beaucoup de diplômes, puis elle avait énormément de compétences, mais c'était super important pour elle de aussi les reconnaître, ces compétences. De prendre le temps, des fois, juste de prendre un papier, un crayon, puis de noter tout ce qu'on a acquis dans les dernières années comme compétences. Parce que quand est-ce qu'on prend le temps vraiment de s'asseoir avec un crayon puis de dire, bon, qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences dans les dernières années? Puis moi, je dois dire que c'est ce qui m'a aidé moi-même à diminuer mon syndrome de l'imposteur dans mes débuts quand je suis arrivée dans le domaine du coaching. Parce que là, tu arrives dans un domaine qui est complètement nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ont du succès. Et là, tu te dis, ben moi, je suis qui à travers ces personnes-là? Il a fallu que je m'assoie puis que j'écrive mes compétences pour réaliser que j'avais quand même 10 ans d'expérience en communication et que si j'enseigne la communication, je suis très compétente. Parce que j'ai des acquis et j'ai de l'expérience. J'ai acquis des compétences en communication qui sont concrètes parce que j'ai étudié là-dedans, parce que j'ai fait 10 ans à la radio, à la télé. Là, je suis rendue à 15 ans d'expérience aujourd'hui, mais au moment où j'ai commencé en coaching, j'étais à 10 ans. Donc, pendant 10 ans, j'ai acquis des compétences concrètes. J'ai appris la communication à l'école. Je l'ai appris aussi à travers la radio, à travers la télé, à travers toutes sortes de choses. Mais j'ai aussi acquis de l'expérience avec les 1000 entrevues que j'ai faites, avec les directs que j'ai faits à la télé. Je me suis plantée, j'ai eu des belles réussites. Donc, quand j'ai pris le temps de tout noter ce que j'avais fait, toutes les personnes que j'avais interviewées, de Gilles Vigneault à Jeannette Bertrand, à Véronique Dicker, à Jack Johnson, puis là, je suis comme, wow! Bravo, Steph! T'as-tu vu tout ce que tu as fait? Et là, il y a plein de choses qu'on oublie hein, dans notre parcours, mais moi, quand j'ai commencé, là, au début là, de ma carrière, là, j'ai été journaliste en Nouvelle-Calédonie, moi. J'écrivais des articles en Nouvelle-Calédonie, puis j'ai fait de la radio en Australie. Ben ça, là, je l'avais bien oublié. Donc, quand tu prends le temps d'écrire, et là, ça demande de l'humilité aussi parce que là, on ne veut pas rentrer dans l'ego. Là, c'est pas de se flatter, faire ouais, moi j'ai fait de la radio en Australie, j'ai interviewé Gilles Vigneault là. Ah oui, Jeannette! Ah! C'est pas ça, là. Mais tu sais, en même temps, les filles, je trouve que l'ego, là, puis ça, c'est peut-être un jugement, c'est peut-être une opinion, OK? Mais je trouve que l'ego, c'est quelque chose de très masculin. Puis pas masculin juste les hommes, masculin
aussi pour les femmes quand on est dans un excès masculin, mais il y a tellement de femmes extraordinaires qui, selon moi, ont peut-être pas assez d'ego. Dans le sens qu'à un moment donné, on peut-tu être fier de nous sans avoir l'air égocentrique? On peut-tu être fier de notre parcours? On peut-tu être fier de ce qu'on a accompli dans notre vie? On peut-tu arrêter d'être gêné d'avoir fait certaines choses dans notre parcours puis d'avoir vécu des expériences? C'est tannant. Moi, longtemps, j'ai voulu me cacher, je voulais pas trop parler de ce que j'avais acquis. Ah non, je veux pas le dire, mais c'est extraordinaire. Puis c'est souvent des gens autour de moi. Un de mes coachs d'affaires me disait, Steph, t'as interviewé genre des milliers de personnes dans ta vie. Là. Faut que tu le dises sur ta page de vente. Je suis comme, hey, t'es-tu malade? Je dirais pas ça sur ma page de vente. Et je vais être très honnête parce que tu le sais, je suis comme ça. Mais récemment, mon coach d'affaires m'a dit, Steph, commence ça sur ta page de vente, parce que c'est souvent des histoires de page de vente, faut croire. Commencez sur ta page de vente. Là, je te parle d'aujourd'hui récemment. Là. Commencez sur ta page de vente. Il n'y a aucun expert qui font des témoignages pour toi à ton égard. Puis, ce qu'il voulait dire par des experts, c'est que, tu sais, quand les gens achètent ma formation des communicatrices flyées, j'ai une centaine de témoignages de mes clientes, mais j'avais pas de témoignages d'experts du milieu, des coachs du milieu. Il dit, comment ça, t'as pas ça? Oh, j'ai dit, ben là, j'ai pas demandé. Il dit, tu vas aller leur demander. Tu vas aller demander à des gens du milieu qui t'aiment et qui vont se faire un plaisir de te faire des témoignages. Et finalement, j'ai contacté des gens extraordinaires qui m'ont tous dit oui. Et dans ma prochaine page de vente, je vais avoir des témoignages d'experts du milieu qui reconnaissent qui je suis et qui reconnaissent mes acquis et mon expérience et tout ce que je suis au complet. Mais tu sais, on ne veut pas crier fort qu'on a ça, qu'on a fait ça, tu sais. Mais les filles, c'est important d'être capable de reconnaître ce qu'on a fait dans notre vie. Arrêtons de cacher l'expérience qu'on a. Donc ça, c'est super important de valider ses acquis et son expérience en toute humilité, puis d'être capable de dire, j'ai acquis ça, 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 ça. Prends un papier, fais-le, tu vas voir, c'est incroyable tout ce qui va sortir parce que on l'oublie. Je pense à un autre exemple d'une autre de mes clientes. Cette cliente-là, éducatrice spécialisée pendant 10 ans. Elle a des acquis et de l'expérience. Et là, la différence entre acquis et expérience, acquis, moi, je le vois comme des compétences que tu as acquis. Donc, des compétences que tu as acquis à travers les années. Donc, ça peut être, par exemple, j'ai acquis une compétence en communication, j'ai appris une compétence en gestion de temps. Tu sais, ça peut être ça, alors que l'expérience, c'est le travail sur le terrain. Je reviens à ma cliente en éducation spécialisée. 10 ans d'expérience en éducation spécialisée. Elle a plein d'acquis, elle a plein d'expérience. Et là, quand elle arrive pour lancer une première formation en ligne qui est plus pour les familles, oh, le syndrome de l'imposteur qui embarque. Je suis qui, moi, pour faire ça? Il y a plein de coachs familiales qui sont extraordinaires. Tu as 10 ans d'expérience et 10 ans d'acquis comme éducatrice spécialisée. Tu n'as pas à avoir le syndrome de l'imposteur pour ça. Tu peux avoir le syndrome de l'imposteur parce que tu n'as jamais créé une formation en ligne puis tu ne sais pas trop comment ça va s'orchestrer techniquement. Pas de trouble. Mais tu peux pas. Ben, tu peux, mais il y a quelque chose à travailler au niveau de tes acquis et de ton expérience. Fait que des fois, juste de noter, de le reconnaître, on fait comme, c'est vrai que je suis compétente. C'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut. Et ce que j'invite beaucoup mes clientes à faire, c'est de noter les compétences, noter l'expérience, mais aussi quelle humaine es-tu devenue à travers ces années-là? Parce que ça nous aide au niveau de notre estime de soi. Parce qu'on peut reconnaître ce qu'on a fait, mais pas reconnaître qui on est. Et c'est là que des fois, le syndrome de l'imposteur prend sa place. Il prend sa place où nous, on n'a pas pris le temps de prendre notre place. Donc, reconnaissons, oui, nos acquis, notre expérience, mais aussi l'humaine qu'on est devenue. Donc, ça, c'est super, super important. Et là, de l'autre côté, il y a la cliente qui, elle, n'a peut-être pas l'expérience et les compétences. Et ça, c'est super important. Et c'est là, je pense que l'humilité va embarquer beaucoup plus. C'est que ma cliente qui était coach en entraînement, ça faisait 6 mois qu'elle s'entraînait, puis elle venait juste de commencer son entreprise. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience et pas beaucoup de compétences. Et là, ce que je vais dire va être très, très important.
Quand on a le syndrome de l'imposteur parce qu'on fait quelque chose de complètement nouveau dans notre vie et qu'on n'a pas acquis beaucoup d'expérience ou de compétences par rapport à ce domaine-là, je le sais que c'est challengeant à entendre, mais c'est la vérité, il y a un manque d'effort. Je le sais que c'est pas le fun à entendre, puis tu le sais que je t'aime d'amour, puis si je le dis, c'est pour que tu réussisses. Si je le dis, c'est parce que c'est ça qui est ça. Tu sais, dans le sens que on peut pas devenir pro de quelque chose après 6 mois. On peut pas devenir la meilleure après 6 mois, sans pratiquer, sans se former, parce qu'on n'est pas allé au bout de la courbe d'apprentissage. Donc, ce qui arrive physiologiquement et physiquement, c'est que ton cerveau et ton corps le ressent. Tu le sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce que tu peux aller, donc ça déclenche le syndrome de l'imposteur et c'est important de l'écouter. Puis c'est important d'aller voir à l'intérieur de toi, mais je le sais que je peux aller jusqu'au bout, mais c'est quoi le bout? Et là, on s'entend des bouts, là, il y en a illimité, là, tu sais, dans le sens que je vais en parler, ça, dans les prochaines minutes, là, il y en a pas vraiment de bout. Dans le sens que, on va être en apprentissage toute notre vie. Et justement, ben, c'est ça, l'humilité aussi, c'est d'être capable de dire, je suis débutante. Je suis une débutante dans ce domaine-là et je le reconnais, donc je vais aller me former pour devenir meilleure. Je vais me former pour pouvoir aider encore plus ma clientèle et je vais me pratiquer, me pratiquer, me pratiquer et expérimenter ce que j'enseigne. Et ça va t'aider à avoir plus confiance en toi, d'être capable de dire la vérité à toi-même et de dire, regarde, c'est vrai, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai que j'ai pas toutes les compétences. C'est vrai parce que j'ai pas suivi beaucoup de cours, j'ai pas fait beaucoup de formations. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui encourage mes clientes à aller suivre des formations. Puis c'est ce que je lui avais dit. Il n'y a pas une formation que tu aimerais aller suivre qui pourrait t'aider à te sentir plus légitime. Parce qu'on a bien beau se dire que tout vient à l'intérieur de nous, puis qu'on a juste à fermer les yeux, puis aller connecter avec cette confiance-là. C'est vrai. Mais il y a aussi une partie de confiance en soi qui se bâtit par les actions qu'on met en place. Donc, si on va aller justement, moi, ce que j'aime avec la PNL, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de visualisation avec mes clientes dans mes groupes, dans les coaching mindset, on en fait énormément dans les communicatrices flyées, dans le VIP aussi beaucoup. Puis, ce que j'aime avec la PNL, c'est qu'on peut aller se reconnecter à des grands moments de confiance dans notre vie, puis ça nous permet d'avancer plus vite dans certains projets, puis de pouvoir avoir accès au succès plus rapidement. Mais pour ça, il faut se créer des succès grâce à des actions puis grâce à des compétences qu'on va aller acquérir. Donc, quand on a le syndrome de l'imposteur parce qu'on est nouvelle dans quelque chose, ton corps va le ressentir, ton cerveau va le ressentir. C'est comme si ton moi intérieur te crie, faut que tu ailles plus loin. Faut que tu ailles plus loin que ça si tu veux te sentir bien. Donc, c'est correct d'aller plus loin. Et là, ça, je le dis pour les filles qui débutent, parce que les filles qui sont allées au bout de leurs études, puis qui ont fait des doctorats, puis des ci, puis des ça, vous autres, c'est le contraire. Toi, c'est le contraire. Toi, ce que tu as besoin, c'est d'aller travailler sur ton intérieur, de t'aimer, de reconnaître, alors que la personne qui commence, elle a le besoin de passer à l'action. Je te raconte rapidement une histoire que j'ai vécue avec le surf pour te rappeler à quel point c'est OK d'accepter d'être une débutante. J'étais en Australie, je surfais une fois semaine. J'étais pas vraiment bonne, j'avais de la difficulté. Et là, un matin, je me suis levée puis je me suis dit, non, Steph, tu vas l'avoir. Check-toi bien dans l'eau, t'es plus forte que la vague. Et là, je me suis comme mindée. Cette journée-là, je me sentais sexy. Cette journée-là, je me sentais belle. Cette journée-là, je me sentais genre de queen of the wave, là, tu sais. Tu sais, la fille vraiment hot, là, que tu vois dans les films, là, puis là, elle arrive, là, elle fait son surf, puis tous les gars la regardent, là. Je m'imaginais que j'étais cette fille-là. Fait que là, je prends la planche de surf à mon chum qui m'avait dit de ne pas prendre parce que c'est une planche de pro. Lui, c'est un vrai pro, pas moi. Je prends sa planche, il est pas là. Je m'en vais dans la vague avec toute cette confiance-là en moi. C'est sûr, je vais l'avoir. Tu sais, ça va bien marcher aujourd'hui. Je le sens, je le feel. Donc, je pars avec la planche. Et là, j'y vais. Je suis en train de nager et tout ça. Et je me fais ramasser par une vague, mais ramassée solide. À un tel point que j'ai reçu la planche d'en face. Je me suis fait mal, je me suis cognée. Je filais pas, j'ai pleuré, j'avais les larmes. Tu sais, j'avais les yeux qui débordaient, tu sais, j'avais des larmes, je me sentais pas bien et je ne suis plus retournée cette journée-là
dans l'eau. Et même, ça m'a pris un bout de temps avant d'y retourner. Et là, j'étais fru. J'étais fru après la vague. Là, c'est quoi, là, cette vague-là? Nanana. J'ai continué à surfer, puis j'étais pas vraiment bonne. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté. Cette année au Costa Rica, j'ai décidé de remonter sur la planche, mais d'accepter cette fois-ci que j'étais une débutante. Donc, quand le surfer, le professeur de surf m'a demandé, as-tu déjà fait du surf? J'ai dit oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire comme si c'était ma première fois. J'ai envie d'apprendre les bases du début. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je les avais jamais vraiment appris parce que moi, j'étais convaincue que j'étais capable d'apprendre par moi-même. Il y avait mon chum surfer à l'époque qui m'avait aidé, sauf que, tu sais, moi, j'étais capable toute seule d'apprendre. Alors que c'est OK d'accepter qu'on est une débutante. Puis ça prend l'humilité de le reconnaître parce que j'aurais pu dire, ah oui, j'en ai fait à chaque semaine, en Australie à chaque semaine pendant des années, pendant un an, tu sais. Mais non, je suis débutante. Je suis débutante. C'est super important de le reconnaître. Et je pense que nos clients l'apprécient aussi quand on est capable de dire, bon, moi j'ai des compétences là-dedans, je vais vous aider là-dedans. Je suis en train de prendre un cours là-dedans pour vous aider éventuellement. Je vais toujours être une étudiante parce que c'est important pour moi. Et c'est important aussi pour mes clientes, je leur dis, formez-vous les filles. C'est important. Donc, celles qui sentent qu'elles ne sont pas légitimes, ça se peut que c'est parce que tu ne l'es pas encore. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu vendes tes services, mais sois capable de dire c'est quoi ton cheminement puis l'expérience que tu as. Soyons honnêtes, soyons transparentes. Ça fait 6 mois que je m'entraîne. Ça a tellement changé ma vie ces 6 mois-là. J'ai retrouvé de l'énergie avec ma fille. J'ai retrouvé de l'énergie avec mon chum. Mon Dieu, j'ai plus de libido. Ça m'a vraiment aidé. Je le sais que c'est nouveau dans ma vie, mais je le sens que ça a changé ma vie. C'est pour ça que je veux vous aider aujourd'hui. Je veux vous aider, puis en plus de ça, je me prends des formations pour vous aider encore plus. Donc, j'ai peut-être pas des études en alimentation, puis en ci, puis en ça. Par contre, j'ai une méchante motivation de vous aider les femmes. Tout se dit, les filles. Puis honnêtement, quand on est honnête et transparente, on vend 100 fois plus que quand on fait semblant d'être compétent dans quelque chose qu'on n'est pas. Donc, c'est super important de valider ses acquis, son expérience en toute humilité. Troisième étape pour diminuer le syndrome de l'imposteur, c'est accepter que la réussite est un chemin, non une finalité. On a tout à l'intérieur de nous des grands rêves. On veut les atteindre le plus rapidement possible parce qu'on s'imagine que c'est ça qui va nous rendre heureuses. Combien de femmes viennent vers moi? Steph, moi, c'est là, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent parce que je veux voyager avec mes enfants ou je veux avoir un chalet ou je veux telle affaire ou je veux être libre de mon temps. Je veux de l'argent là. Parce qu'on s'imagine que quand on arrive là, on va être vraiment heureuse. Moi, Steph, quand je vais avoir cet argent-là, je vais être bien. Enfin, je vais avoir de la liberté. Et si tu savais à quel point la finalité ne rend pas nécessairement heureuse. Parce qu'il y a toujours des défis. Il y a toujours des défis, puis on ne peut pas rester en haut de la montagne. C'est comme moi, quand j'ai quitté mon emploi, mettons, j'étais tellement soulagée. Puis j'étais tellement heureuse parce que je me disais, enfin, je vais devenir libre. Puis au début, là, première semaine, deuxième semaine, je surfais, là, j'étais comme, waouh, je suis libre de mon temps, je suis bien, nanana. Et là, j'étais vraiment dans cette énergie-là. Puis après, 2 semaines, non, j'ai pas de revenus, j'ai pas d'argent, j'ai pas de clients, je suis plus libre. Et là, je me suis mis à travailler fort, travailler dur, travailler 60 heures semaine. Et finalement, j'ai perdu ma liberté. La finalité nous rend jamais heureuse. À ce moment-là de ma vie, je m'imaginais que quand j'allais quitter mon emploi, j'allais être libre et heureuse. Ben non. J'ai été libre et heureuse pendant 2 semaines. Puis après les 2 semaines, ben, la routine m'a rattrapée, la vie m'a rattrapée. Puis c'est ça, en fait, je pense, une souffrance qu'on a beaucoup les êtres humains, c'est qu'on s'imagine des fois dans une illusion qu'on se crée que la journée qu'on va arriver à notre destination finale, le haut de la montagne, à la ligne d'arrivée, qu'on va être heureuse, abondante, satisfaite, puis qu'on va avoir un sentiment d'accomplissement énorme. La réponse est oui, mais on ne peut pas rester indéfiniment en haut ou au bout de quelque chose. Parce que le corps ne peut plus le supporter énergétiquement, puis on retombe dans des fréquences qui sont un peu plus basses, mais c'est correct, c'est la vie.
On ne peut pas toujours être dans des hautes fréquences. C'est important de redescendre en bas. Parce que quand tu arrives à ta destination finale, tu sais, moi, quand je suis arrivée au Costa Rica, c'était un de mes rêves d'y aller depuis des années. Je suis arrivée là, puis je suis bien là, puis j'aurais pu rester là encore. Mais à quelque part, j'avais envie et j'avais besoin de revenir à la maison pour régler des choses ici, pour passer à une autre étape. Donc, même quand on arrive à notre destination finale, des fois, on veut revenir à la maison. Quand on arrive en haut de la montagne, on a besoin de redescendre en bas. Puis quand on arrive à la ligne d'arrivée, ben, à un moment donné, ben, on peut pas rester tout le temps là. J'ai quelqu'un que je connais présentement qui s'est donné le défi de monter l'Everest. C'est un entrepreneur de ma région avec qui j'ai eu la chance d'aller souper au Costa Rica. Puis quelque chose qu'il me racontait, c'est que l'Everest, ben, t'as pas le choix de laisser ton ego de côté, là. T'as pas le choix parce que ça peut être dangereux de vouloir monter trop vite. La pression atmosphérique est à 55 de la normale quand tu es au camp de base. Le camp de base qui est situé à peu près 5000 à peu près 5000 mètres. Puis à 30 au sommet. Fait que la pression atmosphérique est à 55 de la normale au camp de base, qui est à peu près à 5000 mètres, puis à 30 au sommet. Ça veut dire quoi? En gros, là, c'est que l'organisme, il va réagir en abaissant la pression sanguine. Puis, chaque pas va exiger un super grand effort. C'est comme si tu avances, mais à chaque fois que tu avances, tu t'épuises, ton corps récupère pas. Ça demande une grande écoute envers son corps de monter l'Everest et tu ne sais jamais si tu vas vraiment aller en haut. Tu ne peux pas te dire, moi, je monte en haut. C'est sûr. Ça se peut que tu montes jamais en haut parce que ça se peut que tu sois pas capable de le supporter. Et dis-toi que la plupart des entrepreneurs veulent agir comme ça. Elles veulent tout de suite aller en haut, mais ça se peut que tu le supportes pas. Si tu vas trop vite en haut, ça se peut que tu réagisses mal. Tu sais, il y a des filles qui sont comme, moi, je vais avoir du succès, je vais faire 100 000, puis je vais avoir 10 000 abonnés. Est-ce que tu es capable de supporter le jugement des autres si tu as 10 000 abonnés? Et là, c'est pas pour faire peur, mais c'est parce qu'avant, pour supporter le jugement des autres de, mettons, 10 000 abonnés, on va commencer par le faire avec 100. On va commencer par le faire à 200. On va commencer par le faire à 500, à 1000, 2000, parce que sinon, ça se peut que ta drop soit hyper forte. Quelqu'un qui essaie de monter trop vite à l'Everest, qu'est-ce qui arrive? Elle meurt. Et là, là j'ai l'air super dramatique, là, mais c'est ça. Il y a des gens qui sont décédés parce que leur ego a dit, moi, je suis capable, même si leur corps disait non. Et c'est super important de respecter ça. On veut aller vite dans notre business. On veut faire des actions. On veut avoir de l'argent. On veut être rendu en haut à notre destination finale de rêve. Mais le corps n'est pas toujours prêt. Donc, prenons le temps de monter étape par étape. Et si on monte trop vite, l'écart entre où on est aujourd'hui et où on s'en va être souffrant, ce qui peut causer des traumas. Tu sais, c'est comme quelqu'un, mettons, qui me dit, Steph, moi, j'ai peur d'aller faire des lives. Et là, moi, j'ai dit, OK, vas-y, viens-t'en sur ma page. 15 000 abonnés, let's go, on casse ça. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Peut-être que la bonne idée, c'est qu'elle commence dans son groupe. Puis c'est correct. Puis peut-être qu'après son groupe, elle pourrait y aller avec sa page, elle a 500 abonnés. Puis après, peut-être elle pourrait se faire inviter sur une page où il y en a 1000. Puis peut-être qu'à un moment donné, je pourrais l'inviter aussi. Mais c'est correct d'y aller étape par étape par rapport à ce que nous, on est capable de supporter émotionnellement et physiquement. Parce que il y a des filles que ça les gênera jamais de faire des lives. Il y a des filles que ça leur dérange pas, puis il y a des clientes que je leur dis, viens sur ma page Facebook, ils vont venir. Même si elles en ont jamais fait, elles vont faire, go, moi je l'ai ça. J'ai pas peur. Elles peuvent avoir peur un peu quand même parce que c'est nouveau, mais elles sont capables de le supporter. Mais des fois, on n'est pas capable de tout supporter et c'est important de se respecter. De pas essayer d'aller au même rythme que ton voisin ou que ton ami qui est coach ou que ton ami qui est entrepreneur. Respecte ton rythme à toi. C'est hyper important. Et je vais finir avec la dernière étape, quatrième étape, parce que j'ai l'impression que je parle depuis vraiment longtemps, puis j'ai raconté plein d'histoires aujourd'hui. Mais je suis sûre que ça a donné de la valeur, puis que ça t'a aidé à mieux le comprendre. Mais quatrième et dernière étape, la plus importante, puis je pense que je vais faire ça assez court. Décortique ton rêve par phase de plaisir. Ton mont Everest, là, qui est ta business, là,
décortique-le par étapes de plaisir. Tu sais, il y a plusieurs petits camps de base, hein, quand tu vas monter à l'Everest. Puis le but, c'est qu'à chaque camp de base, il y a un moment de repos, puis regarder comment ton corps va. Même affaire avec ta business. Aujourd'hui, tu es là. Tu veux te rendre là. C'est quoi les étapes pour te rendre là? Puis les phases pour te rendre là, puis comment tu peux avoir du plaisir dans chacune de tes phases. Parce qu'on veut le bonheur qui est associé au succès, mais le problème, c'est que même si on a le succès qu'on a toujours voulu, tu sais, moi, je me souviens d'un moment là où est-ce que j'étais arrivée dans ma maison au Costa Rica, puis je me suis mis à pleurer tellement j'avais de la gratitude. La première maison qu'on a visitée avec Julie, puis on s'était payé une superbe maison incroyable. C'était un rêve là, d'avoir cette grosse maison-là avec la piscine creusée. Puis c'était comme, oh my God, puis toute la maison était brandée à notre image. Puis, tu sais, on pleurait, moi, puis Julie, puis on riait, puis on était dans nos émotions. Puis, oh my God, on est-tu bien, nanana, nanana, nanana. Puis, on a été sur un gros high. Puis là, à un moment donné, tu retombes sur What's next? J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Et là, il a fallu qu'avec humilité, je prenne des décisions dans mon entreprise et je me dise, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je veux pour les filles? Et c'est ça qui fait en sorte que en mai prochain, je sors une nouvelle plateforme des communicatrices flyées, toute nouvelle. Puis c'est comme si je suis rendue à un moment de ma vie où est-ce que je peux pas offrir quelque chose que je ne suis plus. Donc, tous les changements que j'ai vécus dans les derniers mois m'amènent à créer quelque chose de complètement nouveau. C'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Puis je le sais que ça va causer des insatisfactions de filles. Ouais, mais moi, j'avais mis ton ancienne plateforme, mais comment ça tu changes? Parce que c'est ce que je ressens, puis je suis rendue là, puis parce que je vais avoir du plaisir. Donc, c'est important de décortiquer son rêve par phase de plaisir parce que on veut avoir du bonheur à chaque étape de notre vie parce que le succès, il est temporaire. Puis même quand on arrive en haut de quelque chose, on tombe en bas. Et moi, j'ai vécu une espèce de drop, justement, de ah, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. C'est quoi la prochaine étape? Puis heureusement, je me suis reconnectée à quelque chose de grand. Puis je me suis reconnectée à quelque chose de maintenant, je peux aider encore plus les autres. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire. Mais sur le coup, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, la drop. Et je le vis depuis le début de ma vie, là. Tu sais, à chaque fois que tu atteins quelque chose, tu as du succès, ça reste jamais. Il y a tout le temps quelque chose d'autre après. Donc, moi, ce qui m'aide aujourd'hui à me sentir bien, c'est d'avoir du fun tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans chaque étape, dans chaque étape que je traverse dans mon entreprise. Donc, décortique ton rêve par phase de plaisir. Comme ça, ton bonheur ne sera pas associé au top du top ou au succès, mais à ce que tu vis présentement parce que c'est beau l'évolution. C'est beau l'évolution. Puis, tu sais, quand j'ai une fille qui me dit, ah, mais là, moi, je me sens pas compétente dans quelque chose, puis là, ça me fait chier parce que là, nanana, prends-toi une formation que tu vas avoir du fun à faire. Prends-toi une formation que ça va te faire triper, que ça va te faire vibrer. Tu vas être une étudiante contente. Tu vas être une étudiante heureuse. Puis en plus, tu vas pouvoir apporter de la valeur à tes clientes. Donc, ayons du plaisir dans chacune des phases d'apprentissage puis de plaisir. Ça, c'est hyper important. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Hey, je sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai l'impression que l'épisode a duré vraiment longtemps. Mais c'est correct. Je te répète les différentes étapes pour diminuer ton syndrome de l'imposteur que tu peux retrouver d'ailleurs sur mon site stéphaniemete.com/podcast. Il y a l'étape numéro 1, reconnaître dans quelle catégorie on est. Donc, c'est super important de savoir est-ce que tu as des compétences, mais tu as le syndrome de l'imposteur, tu as moins de compétences, tu as le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est important cette partie-là. Deuxième étape, valider ses acquis et son expérience en toute humilité. Troisième étape, c'est d'accepter que la réussite est un chemin, non une finalité. Et la quatrième étape, décortique ton rêve par phase de plaisir. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Sache que tu peux tout revoir les étapes pour diminuer le syndrome de l'imposteur sur mon site internet stéphaniemete.com/podcast. J'ai aussi lancé un nouveau cadeau où j'ai décidé de regrouper en fait le top 10 des podcasts qui peut t'aider à transformer ta vie grâce à la communication flyée. Je dis beaucoup que moi, ce qui m'a aidé dans ma vie dans les dernières années, c'est d'apprendre à mieux
mieux m'exprimer avec moi-même, avec les autres, avec mes clients, parce que en m'exprimant mieux avec moi-même, ça m'a permis de manifester mes rêves. Avec les autres, ça m'a permis de me défaire de certains jugements. Puis avec mes clients, ben, ça m'a permis de monétiser. Donc, j'ai vraiment regroupé le top 10 des podcasts qui a le plus aidé mes clientes dans leur business et dans leur vie. Si ça te tente d'aller le télécharger, le cadeau, puis de voir, OK, ben, il y a peut-être des épisodes là-dedans qui pourraient être bons pour moi, même si tu les as déjà écoutés des fois. Euh, il y a des épisodes qui valent la peine d'être réécoutés pour pouvoir nous aider dans certaines choses dans notre vie. Donc, voilà, fait que je t'ai préparé ça, j'ai mis ça dans les notes du podcast. Je t'invite aussi à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts si ben t'as envie, évidemment. Ça fait connaître le podcast, puis c'est vraiment, vraiment cool. Et là, j'arrête de parler parce que ça fait longtemps que je parle. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!